À La Valette, les 11 et 12 novembre dernier, Africains et Européens se sont réunis pour discuter des causes profondes des migrations et des moyens pour les contrôler. Si la crise au Moyen-Orient a pour origine une migration politique, au départ du continent africain, la migration est essentiellement économique. Sa résolution semble plus aisée, mais nécessite un véritable partenariat entre les pays de départ et les pays d'accueil. Carlos Lopez, bonjour. Bonjour Denise. Le sommet de La Valette a-t-il répondu aux attentes des Africains? Il faut déjà dire que c'est un sommet qui a été organisé avec empressement et ce genre de questions sont tellement complexes, elles sont de nature structurelle. Donc toute tentative de faire dans le va-vite ne provoquera nécessairement pas les bons résultats. Donc je pense que bien sûr il y avait beaucoup d'attention sur le phénomène à partir des croisées dans la Méditerranée. Mais les croisées de la Méditerranée se sont déplacées petit à petit vers l'Est et plutôt avec les réfugiés syriens, irakiens et autres. Et donc, quand on a finalement fait le sommet sur l'Afrique, l'Afrique n'était plus au centre des débats. Tout à fait. Et on voit même qu'en 2005, quand ont commencé ces mouvements, ces flux de migration au départ du continent, avec notamment les drames de Ceuta et Melilla, on a l'impression que la communauté internationale était moins sensible à ces drames. Je crois qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. D'abord, il faut dire que l'Afrique a 1 milliard d'habitants. Et donc, quand on voit toutes les formes de migration vers l'Europe, y inclut la migration légale, il y a à peu près 2 millions d'Africains qui font le trajet. Ça veut dire une mobilité de 0,2%. Rien qu'entre le Mexique et les États-Unis, on est presque à 4 millions de personnes qui croisent, malgré tous les murs. Donc il faut se préparer à beaucoup plus d'immigrants venant d'une région avec une démographie jeune vers un continent qui vieillit. Donc ça, c'est tout à fait un phénomène naturel qui est lié aux besoins de force de travail. Donc on a vu ça par l'histoire. Et ce n'est pas un hasard si pendant la période de grande croissance européenne après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des flux de migration très importants vers l'Amérique latine notamment. Donc ça n'a rien à voir avec la croissance, ça a à voir avec des déficits démographiques. Alors, par ailleurs, les causes profondes de ces migrations sont connues, hein, mais on a le sentiment qu'on peine à trouver les mesures pour les traiter de manière durable. Parce qu'au départ, on sait qu'il y a la pauvreté, les conflits, mais également des problèmes de gouvernance, ce qui concerne surtout l'Afrique subsaharienne. Pour quelles raisons ne prend-on pas les moyens? On fait beaucoup de saupoudrage. Par exemple, ce qu'on vient de promettre à La Valette, 1,8 milliard de dollars, ce n'est rien d'autre qu'un recyclage du Fonds européen de développement non dépensé. Mm. Donc, il faut vraiment être sérieux. Donc, 1,8 milliard, ça paraît beaucoup d'argent, mais c'est la moitié du coût du barrage qu'est en train de construire l'Éthiopie dans l'île Bleue et qui est financé avec des ressources locales. Donc, c'est juste pour mettre les choses en Ouais, proportion. en perspective. Et je pense que effectivement, quand on voit les raisons profondes qui sont derrière la migration africaine, il y en a trois. La première, bien sûr, de nature économique. On peut dire la pauvreté. C'est plus complexe que la pauvreté. C'est le fait que l'économie est en pleine transformation dans le continent. Et avec cette transformation, il y a un certain nombre de dysfonctionnements, comme par exemple le fait que les pastoralistes ne s'adaptent pas à l'économie moderne d'aujourd'hui, et donc ils sont disponibles pour le trafic et toutes sortes d'autres activités qui empruntent leur expertise. C'est le fait que nous avons très peu d'activités industrielles, donc la croissance économique n'est pas en train de se traduire en termes d'emploi. Juste pour donner un chiffre, toute l'industrie extractive africaine produit à peu près 1% des emplois formels du continent, donc c'est rien du tout. Donc si on va continuer à compter sur juste l'exportation de matières premières, même si elles sont de nature à produire beaucoup disons, d'opportunités, de gains de recettes pour l'État, ça ne va pas vraiment contribuer à la modification du panorama d'emploi du continent. Et la troisième raison, c'est vraiment le fait que la croissance africaine, d'une certaine façon, elle produit aussi de l'immigration.
Ça se fait dans toutes les occasions historiques où on a eu une croissance au départ qui n'était pas encore, disons, bien affirmée. Euh, on parle par exemple d'une grande population anglo-saxonne aux États-Unis. Bah, la plupart de ces gens sont venus aux États-Unis quand il y avait la révolution industrielle, donc quand il y avait la croissance. On parle aujourd'hui, par exemple, de la grande quantité d'Indiens qui migrent vers les pays du Golfe pour toutes sortes d'activités. Mais l'Inde, elle a une croissance de 7%. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme j'ai dit, il y avait le plan Marshall. Le plan Marshall a créé une croissance économique soutenue en Europe pendant presque une décennie. Et c'est ce qu'il faudrait en lieu et place de ce fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique. Voilà, Un véritable plan Marshall. Voilà, il faut des moyens beaucoup plus considérables. Mais qui décide? Je pense que ça viendra le moment où on se rend compte qu'on est en train de discuter des questions structurelles. Jusqu'à maintenant, on fait, comme je disais, du conjoncturel. Dans tous les pays européens, la croissance, elle piétine. Et on ne veut pas discuter des vraies questions structurelles qui sont derrière cette réalité. Le fait que, par exemple, le système de sécurité sociale ne peut pas se tenir dans n'importe quelle situation économique quand le nombre de personnes qui participent est inférieur à celui qui en bénéficie. Moins importante que les bénéficiaires. Alors, nous avons une situation où l'État social, tel qu'on le connaît, ne peut pas maintenir son niveau de dépenses. Et effectivement, à partir de cela, nous avons la composante démographique qui entre dans l'économie. Mais on ne veut pas en discuter. On discute la démographie en termes de combien de migrants on va recevoir. Est-ce qu'ils sont musulmans ou pas? Enfin, ce sont vraiment des discussions qui sont conjoncturelles. Quand on voit les grandes tendances mondiales, on se rend compte qu'un pays comme le Japon, qui va avoir dans l'année 2050 plus de 5000 personnes avec plus de 100 ans, et qui a une dette par rapport au PIB de 200%, qui va payer cette dette? Les robots? Donc, la façon dont on contribue pour le système de sécurité sociale va obliger à revoir complètement la fiche. Et à partir de ce moment, on va avoir une vraie discussion structurelle. Ça s'est fait dans d'autres pays, dans d'autres régions, à un certain moment de l'histoire. Ça s'est en train de se passer aux États-Unis. Donc les États-Unis gèrent très bien la question de la migration. Malgré le fait qu'on en parle beaucoup, des murs avec le Mexique, etc. Ils sont prêts à recevoir tout le temps des migrants. Ils font leur sélection de différentes façons, etc. Des pays comme le Canada, on en fait dans le passé. Également, oui. Et donc, même la Suisse, on peut dire, gère très bien sa migration, malgré le fait qu'on n'aime pas beaucoup les manifestations un peu populistes de sa politique. Donc, je pense qu'à partir du moment où les pays se rendent compte qu'ils sont en danger structurel du point de vue de la pyramide des âges et différentes structures qui dépendent vraiment d'une démographie plus jeune, les vraies discussions commencent à avoir lieu. Mais en même temps, Carlos Lopez, il faudra repenser le développement des économies locales dans nos États. Quand on voit que les objectifs du millénaire pour 2015 n'ont pas été atteints, comment fait-on pour atteindre les objectifs en 2030 ? Il faut d'abord mettre les choses en perspective. Nous avons été des marathonistes, c'est-à-dire on nous a demandé de parcourir 10 km pendant que d'autres étaient des sprinters. Et je m'explique. Si l'objectif numéro 1 des objectifs du millénaire était de réduire la pauvreté de moitié, un pays qui a 80% de pauvres ne peut pas être comparé avec un pays qui a 8%. Et c'est ce qu'on a fait. Donc on pensait qu'en 15 ans, celui qui avait 80% pouvait réduire la population de pauvres de 40% et l'autre n'avait qu'à faire 4%. Donc des marathonistes avec des sprinters. Donc l'Afrique était déjà dans une situation de faiblesse. Elle ne pouvait pas réduire. Historiquement, il y a un seul pays qui a réussi de telles performances, c'est la Chine. C'est la Chine. Et en Afrique, le Rwanda. Et en Afrique, oui, mais c'est une petite population par rapport au continent. Donc on peut toujours avoir des poches ici et là. Mais si on prend la moyenne continentale, c'était très difficile vraiment d'atteindre de tels objectifs. Donc vous avez tout à fait raison. Est-ce que maintenant, avec l'agenda 2030, qui est encore plus ambitieuse, on va y arriver? Moi, j'ai des doutes si on ne fait pas le nécessaire. Le nécessaire tient dans 3 ou 4 mesures profondes. La première, c'est l'industrialisation du continent. Nous sommes le seul continent qui a passé directement d'une agriculture de basse productivité vers un boom des services, une bonne partie localisée dans l'informel,
sans passer par l'industrialisation, qui est la vraie génératrice d'emplois. Et on est dans une situation où on est des retardataires, donc on ne va pas pouvoir le faire facilement. On peut y revenir. Et la deuxième grande question, c'est comment on va faire de sorte que les 60% d'Africains qui vivent du secteur primaire peuvent s'en tirer, parce qu'actuellement, ils contribuent à moins de 10% de l'économie du continent. Ça veut dire qu'ils sont pauvres. Et la question de la productivité de l'agriculture est essentielle. Et ce n'est pas vraiment l'équivalent d'envoyer des gens à la Lune. Ce sont des recettes qu'on connaît, rien que d'introduction de fertilisants et un peu d'irrigation, parce qu'on est à 5% d'irrigation dans le continent, ouais. on peut complètement changer les niveaux de productivité. Donc, il va falloir faire le nécessaire et ne pas traiter l'agriculture et le secteur primaire comme un secteur social, où on fait de la sécurité alimentaire, réduction de pauvreté, extension de services juste pour maintenir les gens un peu, disons, vivants. Et moi, à mon avis, je pense que le lien entre l'industrialisation et l'agriculture est essentiel. Parce que dans tous les pays où l'agriculture a eu un bond de productivité important, c'était quand il y a eu la relation avec l'agro-industrie et la transformation des produits agricoles. Pour finir, Carlos Lopez, il y a deux pays, le Mali et le Nigeria notamment, qui ont des politiques nationales de migration, parce que pour eux, ils sont conscients que la migration est un atout, c'est même un facteur de croissance, puisqu'on sait que les transferts financiers des migrants sont supérieurs à l'aide publique au développement. Alors comment capitalise tout ça pour faire de la migration un atout? Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de pays, dont ces deux, qui ont pris conscience du fait que la diaspora peut être intégrée dans les activités économiques. Et à partir du moment où on fait ce saut psychologique, on commence à traiter sa diaspora d'une façon un peu différente. Là, c'est la migration officielle, hein, légale. Non, mais tout à fait. Celle qui produit Ouais. des remesses, hein, Mm. celle qui fait les transferts. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, aux États-Unis, la diaspora qui est la plus capacité, donc qui a les niveaux d'éducation les plus élevés, c'est la diaspora du Nigeria. Mm. Alors, les gens ne savent pas ça normalement. Ils pensent que peut-être c'est les Australiens ou les Anglais. C'est les Nigériens. Ça veut dire que nous avons un capital de connaissances dans notre diaspora qui doit être utilisé pour la transformation du continent. Et pour cela, il va falloir être intelligent suffisamment pour produire des activités productives qui ont l'attrait de mettre en valeur les migrants. Et c'est le cas de l'Éthiopie, avec par exemple des investissements colossaux qui sont faits avec l'épargne de la diaspora, mais aussi avec leur esprit d'entreprise, avec leurs connaissances techniques, avec leur expertise. Donc je pense que ces pays ont un grand avenir parce que ce qu'on appelle en anglais brain drain peut se transformer en brain gain. Merci Carlos Lopez. Merci.